Ok, c'est parti. Du coup, je vais simplement partager mon écran. Hop, alors partager l'application, l'écran. Tac. Tu me dis si ça reprend le dessus sur Oui. l'image. C'est bon? Alors là, pour l'instant, c'est parfait. C'était en train de charger. Maintenant, c'est tout bon. Ok, parfait. Alors, tout d'abord, merci hein, pour d'être connecté. Merci également à l'EDEC pour cette sollicitation, invitation. Aujourd'hui, alors, ce qu'on va voir ensemble, ce dont on va parler, ça va être effectivement comment faire pour passer de 0 à 1 000 visiteurs par mois grâce au SEO. Effectivement, c'est tout un sujet, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas forcément intuitif et pas forcément facile justement de faire émerger, décoller son site au départ. Et donc, l'objectif de cette conférence, mini-conférence ou présentation, ça va être pour moi d'essayer de vous donner certains bons tuyaux ou en tout cas une méthodologie pour justement y parvenir. Alors tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Alexandre Marotel, je suis donc le fondateur de l'agence Tweno, donc une agence en référencement naturel. C'est une agence qui est assez récente, hein, qui a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, ça va être d'autant plus la raison pourquoi ma présentation, en tout cas, j'espère qu'elle va être pertinente, parce que cette situation de passer de 0 à 1 000, je l'ai personnellement vécu il y a pas si longtemps que ça, en fait, avec ma propre agence. Donc, je vais notamment pouvoir me baser bien sur des éléments concrets de ma propre expérience pour vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. Autre point, alors effectivement, donc moi j'ai un blog également sur mon site, notamment donc il y a l'occasion de vulgariser et de proposer le maximum de valeur concernant le SEO pour essayer justement de faire comprendre des notions qui peuvent être parfois un peu complexes. J'ai également une chaîne YouTube. J'ai l'occasion de publier sur plusieurs médias comme le JDN, SEMrush, Web Marketing. Je suis certifié Google Analytics et Caseo, qui est la certification qui prouve la compétence en SEO. Et dernier point, je suis assez présent sur LinkedIn également. Alors, tout d'abord, en termes d'introduction, je vais faire une introduction qui est peut-être assez peu académique, mais peu importe. Je vais faire ce que j'appelle une introduction anti-glamour. Tout simplement parce qu'en fait, de manière générale, sur le web, à mon sens en tout cas, il y a beaucoup de faiseurs de rêves. Notamment, si vous vous connectez sur YouTube, vous allez pouvoir voir des centaines de vidéos. On vous indique comment réussir à devenir riche très rapidement en 3 clics. Voilà. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, clairement, ça va être anti-glamour parce que je vais vous parler clairement du fait que ça prend du temps, qu'il va falloir être persévérant, que ça nécessite de la méthode et que voilà, si on est dans un domaine qui est compétitif, eh bien, ça va être d'autant plus difficile. Donc, revenir rapidement sur le temps. Effectivement, en SEO, il faut vraiment distinguer donc le référencement naturel avec de la publicité. Donc la publicité, si vous payez tout de suite, vous allez avoir des résultats tout de suite. Le SEO, bien évidemment, surtout quand on lance un business au départ ou quand on lance un site web, eh bien, ça va pas se faire en 5 minutes en fait. Moi, par rapport à ma propre agence, avant d'atteindre mes 1000 premiers visiteurs, ça m'a pris 5 mois, sachant que je suis un expert dans le domaine. Alors, j'aime pas le terme expert, mais voilà, c'est mon orientation. Euh, Sachant que voilà, donc il va y avoir une vraie question au niveau de la temporalité, donc ça va pas se faire en 5 minutes. Donc il va y avoir également un autre aspect qui est important, c'est le travail et la persévérance. Le SEO globalement, si on se remonte pas les manches pour aller chercher cette croissance, elle viendra pas toute seule en fait. Donc globalement, voilà, il faut. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous présenter moi la méthodologie, ce que j'ai fait concrètement sur mon propre site. Vous verrez que globalement, c'était un travail qui a été assez colossal en fait durant les derniers mois. Donc voilà. Autre point, le travail c'est bien, passer du temps dessus c'est important, mais surtout le SEO c'est également énormément de méthodes en fait. Hein. Donc il y a vraiment une vraie méthodologie. Vous allez voir en fait, et justement c'est ce que je vais essayer de vous apporter avec cette mini conférence, c'est que voilà globalement il y a des éléments SEO qui sont un peu contre-intuitifs et donc si jamais on fait pas les bons choix ou si jamais on priorise pas forcément les bons éléments, eh bien on peut carrément n'avoir jamais aucune visibilité sur son site. Donc, il faut vraiment prendre conscience dès le départ que le web, c'est un cimetière en fait. Hein. La plupart des sites web n'ont absolument aucun trafic et n'auront absolument jamais aucun trafic. D'accord. Ça, c'est la réalité présente. Donc, pour vraiment justement faire en sorte que on passe du statut entre guillemets de cimetière à un site qui soit vraiment vivant, donc avec des vrais visiteurs, ça va vraiment nécessiter une vraie méthodologie dans l'approche.
Dernier point, bien évidemment, le SEO, référencement naturel, forcément, ça va être également extrêmement impacté par votre environnement et la concurrence. Par exemple, moi, dans ma propre situation, ça a pris 5 mois pour passer de 0 à 1000 visiteurs avec mon agence SEO pour une raison qui est assez simple, c'est que en face, bien évidemment, il y a les meilleurs experts SEO également. Donc, par conséquent, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à émerger quand on est sur un secteur qui est très très concurrentiel où il y a potentiellement également beaucoup d'argent. Bref, donc c'est possible bien évidemment. Et moi, je vais vous montrer d'ailleurs peut-être que le côté un peu connexe de ce que je vais vous montrer, c'est que moi, mon entreprise, ce que j'ai fait et mes résultats, globalement, en fait, je les ai fait pratiquement budget, en fait. Donc, on peut réussir à avoir des résultats en SEO. Ça permet d'avoir un ROI, un retour sur investissement qui est absolument phénoménal. Il faut simplement se dire dès le départ que ça va prendre du temps, qu'il faut être persévérant, qu'il y a de la méthodologie, qu'il y a une méthodologie à avoir et que, eh bien, plus il y a de la concurrence, plus ça va être difficile. Alors, concernant effectivement alors l'approche, moi l'approche là, on va entre guillemets partir du principe que vous commencez avec un site web. Donc on part pratiquement d'une feuille blanche en fait au départ. Donc la stratégie, moi que je vous propose, c'est vraiment en deux grands temps. C'est dans un premier temps, lorsque vous allez créer un site web, il faut absolument que ce site soit techniquement propre. C'est quelque chose qui est absolument qui est déterminant. On n'est plus dans le web des années 90 aujourd'hui. Si vous avez un site web qui a techniquement des problèmes à l'heure actuelle, lorsque vous allez lancer plutôt votre activité, ça va être extrêmement difficile de le faire émerger. Vous allez même potentiellement vous tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc, ça veut dire qu'il y a différents éléments donc on va pouvoir regarder ensemble pour justement faire en sorte de partir sur des bonnes bases. Ça, c'est le premier point. Le fait de créer un site qui soit techniquement propre, c'est la base, mais en fait, ce qui est un peu terrible, c'est que ça sera potentiellement même pas suffisant en fait. Donc l'étape 2, ça va être notamment ce qui va être lié à la stratégie de contenu. Moi, la manière dont je fais du SEO, c'est white hat, donc ça veut dire que je respecte les règles de Google, et ça veut également dire que la meilleure manière pour obtenir de la visibilité, ça va être en créant du contenu. Donc, la création de contenu, Google dit depuis le départ, the content is king. Pour moi, c'est pas une petite blagounette en fait. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est vraiment essentiel de bien intégrer dès le départ. Et globalement, alors méfiez-vous peut-être toujours un peu des gens qui vont vous dire, oui, moi j'ai créé un site et j'ai pas besoin de créer du contenu pour avoir de l'attraction. Derrière, il y a toujours soit de la publicité, soit des éléments black hat qui interviennent. La meilleure façon de faire, c'est vraiment en créant un contenu de qualité. Je vais avoir l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, le premier point, donc ici, créer un site web techniquement propre. Donc là, c'est les fondamentaux solides. C'est pareil. Alors moi, ce que je vous propose effectivement ici, c'est finalement de voir ça en 5 grandes étapes. Un site web techniquement qui va être propre, premièrement, il faut qu'il ait un hébergement qui soit bon. Ensuite, on va avoir notamment l'occasion de parler du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est un point aussi qui est important. Ensuite, on va parler du CMS, on va parler du thème. Et dernière partie, bon, c'est un peu, j'ai rangé un peu plusieurs notions qui étaient importantes pour éviter d'avoir quelque chose d'hyper long. Donc, j'ai mis autres éléments importants. Alors là, c'est une image qui est pas très jolie, mais c'est en fait ma première vidéo que j'ai fait d'ailleurs sur YouTube, simplement pour vous présenter en fait comment est-ce qu'un site web globalement fonctionne et pourquoi est-ce que avoir une vision SEO dès le départ, c'est quelque chose qui est capital. Quand on crée un site web au départ, bien évidemment, c'est un peu comme si vous créez finalement un restaurant. Donc déjà, il faut avoir un terrain. Le terrain ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hébergement. Ensuite, il faut avoir une boîte aux lettres. Donc, c'est ce qu'on appelle sur le web, pour un site web, le nom de domaine. Ensuite, on va créer le bâtiment. Donc, ça va être l'architecture à proprement parler du site. C'est ce qu'on appelle le CMS ou le Content Management System. Ensuite, finalement, l'architecture de la maison, elle est bien belle, mais c'est pas suffisant. Donc, il va falloir donner un côté un peu design, mettre un peu de crépi, etc. Bref, rendre l'endroit chaleureux et accueillant. Ça, sur un site web, c'est ce qu'on va appeler le thème. Et dernière partie qui va être importante, ça va être le contenu. Donc, par exemple, si vous êtes un restaurant, eh bien, ça va être ce que vous allez proposer à la carte. Ça, c'est, disons, les grandes étapes un peu stéréotypées pour créer un site web. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, si jamais
vous créez un site web et que vous n'avez pas cette idée ou cette notion de SEO dès le départ, et que par exemple là, au niveau de l'hébergement, eh bien vous faites des mauvais choix, eh bien vous allez potentiellement vous tirer complètement une balle dans le pied dès le départ, et donc vous prenez le risque de ne voir absolument aucun résultat sur votre site. Donc le SEO, c'est un monde où finalement ça rigole assez peu en fait. Il faut essayer de cumuler les bonnes pratiques du début jusqu'à la fin. Et si jamais vous faites une erreur assez importante dès le départ, eh bien ça va être très compliqué pour vous par la suite d'avoir de l'attraction. Alors, au niveau du site, effectivement, alors l'hébergement, c'est quelque chose qui est un point qui est assez nodal et qui est assez important, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, ça va avoir notamment des impacts au niveau de la vitesse. Alors, l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous allez lancer votre site, c'est vous dire que vous allez pouvoir faire des économies sur l'hébergement. Moi, comme je l'ai eu l'occasion de vous le dire en introduction, j'ai commencé avec mon agence vraiment avec un budget qui est de l'ordre ras des pâquerettes, pratiquement inexistant en fait. Néanmoins, il faut allouer un minimum d'argent dans l'hébergement pour avoir quelque chose qui soit qualitatif. Qualitatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que votre site ne va pas sans arrêt planter parce que l'hébergement ne tient pas. Ça veut dire également, voilà, bref, il y a plein d'éléments. Au niveau de la vitesse, il faut que ça soit rapide. Il faut qu'il y ait un service client qui réponde. Parce que par exemple, si vous montez un site sur WordPress, d'ailleurs c'est ce que je vais avoir tendance à vous recommander de faire, globalement, si jamais votre site plante, ce qui va la plupart du temps arriver en fait, eh bien il faut que lorsque vous allez pouvoir contacter l'hébergement, eh bien qu'il y ait quelqu'un qui vous réponde en fait. Et globalement, quand on prend des solutions un peu cheap, eh bien forcément, on le paye quelque part, et notamment à ce niveau-là. Donc simplement pour l'anecdote, ça c'est quelque chose que j'ai entre guillemets ressenti dans la chair, ce premier point ici. Moi, lorsque j'ai monté mon premier site, j'ai passé pratiquement 3 mois à le créer pour qu'il soit vraiment aux petits oignons parfaits. Le site a planté, c'est un hébergement qui était de mauvaise qualité. Bien évidemment, il n'y avait pas eu de backup qui avait été fait de manière automatique par l'hébergement. Et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre un petit peu plus le prix pour pouvoir garantir une qualité de service. Et globalement, ça va vous permettre justement d'avoir des résultats, d'accord, d'éviter surtout le risque de planter. Deuxième point, le nom de domaine. Alors, vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai créé mon agence, donc Tweno, bien évidemment, je me suis posé la question du nom à proprement parler, donc d'un point de vue marketing, d'un point de vue branding, etc. Mais l'autre élément qui est important, à mon sens, en tout cas, de prendre en considération, c'est n'hésitez pas à voir si jamais ce nom de domaine a un historique ou non. Alors, ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez créer votre site, par exemple sur tweno.com, moi ce que j'ai pu faire, j'ai regardé si jamais, eh bien finalement, ce nom de domaine avait accueilli dans le passé, avant que j'achète ce nom de domaine, des sites auparavant. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, si vous achetez un nom de domaine parce que ça vous plaît et que vous regardez pas l'historique, le grand problème, c'est que si jamais ce nom de domaine plutôt a été spammé dans le passé, donc notamment avec des gens qui ne respectaient pas les règles et qui ont complètement pourri en fait ce nom de domaine-là, Google va s'en souvenir. Vous le savez pas, mais Google, lui, par contre, va s'en souvenir. Donc, ça veut dire que c'est déjà suffisamment compliqué de passer de 0 à 1000, mais en plus, si vous commencez avec un nom de domaine qui est considéré comme vraiment pas du tout fiable par Google, vous commencez déjà à moins 100 au niveau de la difficulté. C'est vraiment, on se tire vraiment, voilà, c'est vraiment compliqué dès le départ, en fait. Donc, vous pouvez, par exemple, aller sur Wayback Machine, qui est un site qui est assez intéressant, qui permet de voir, en fait, l'historique du site web et plutôt du nom de domaine. Et comme ça, voilà, si jamais il y a eu des choses qui ont été faites auparavant, vous allez pouvoir le voir et éviter justement ces erreurs-là, en fait. D'accord. Ensuite, alors le choix du CMS. Alors le CMS, c'était vraiment l'architecture quand on va créer son site. C'est quelque chose également qui va être important. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais globalement, à mon sens en tout cas, tous les CMS alors CMS, c'est Content Management System. Tous les CMS ne se valent pas en fait. Moi, ma petite préférence, même préférence totale, ça va vraiment sur du WordPress. D'ailleurs, globalement, quand on regarde l'industrie du SEO, la plupart des agences sont sur WordPress. Parce qu'en fait, c'est vraiment un CMS qui est compatible avec le SEO et vraiment on a vraiment la main pour pouvoir justement bien faire des changements et globalement voilà, ça fonctionne très bien avec les moteurs de recherche. Donc moi, j'aurais vraiment tendance à vous orienter
sur cette typologie de CMS. D'autant plus que si jamais vous n'êtes pas un expert, par exemple, dans le web, bah, clairement, hein, les installations sur WordPress, elles se font de manière extrêmement simple aujourd'hui. Ça peut être en 2-3 clics. Donc, c'est extrêmement facile. Il y a des tonnes de tutos sur YouTube qui expliquent comment faire. Donc, globalement, voilà, je pense que c'est vraiment un CMS qui est plutôt efficace. Contre-pied de ça, c'est que il y a des CMS qui, à mon sens, sont assez peu recommandables. Alors, j'espère que dans l'audience, il y a personne qui travaille chez Wix, mais globalement, Wix et le SEO, bon, c'est assez peu compatible en fait. Hein. Donc, d'ailleurs, si vous trouvez, parce que moi, bon, un coup, j'ai vu une agence SEO qui avait son site web sur Wix. Bon, et déjà, ça, moi, à mon sens, en tout cas, en tant qu'expert, ça me pose un peu une question justement au niveau de la crédibilité, de la compétence SEO à proprement parler. Donc, bref, ils sont très bons, ils sont très doués, notamment bien sur les aspects marketing. Peut-être que si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez peut-être vous faire spammer régulièrement d'ailleurs par des publicités qui viennent de Wix, parce qu'ils sont très bons en marketing. Après, d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement, c'est nettement moins bon. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous invite alors soit à lire mon article que j'ai pu faire sur le sujet, soit sinon à regarder des sources comme Ahrefs, qui sont des outils qui ont publié du contenu sur la comparaison. Et objectivement, il y a des grosses, voilà, c'est pas forcément le meilleur CMS. D'accord. Ensuite, alors autre point qui est important, donc le thème. Donc le thème, hein, si on revient sur la métaphore de la petite maison, c'est vraiment le crépi, c'est le design intérieur. C'est ce qui va faire voilà, que votre site web va être agréable lors de la navigation. Ça, c'est la même chose en fait. Hein. Il faut bien comprendre qu'en fait, il y a vraiment des thèmes qui vont être plus ou moins SEO compatibles et qui vont être. Ce que ça veut dire SEO compatible, c'est qu'il va y avoir des thèmes, par exemple, qui vont avoir un code qui ne va pas être propre. Donc, clairement, ça va avoir un impact également global en fait hein, sur les performances de votre site, notamment au niveau du temps de chargement. Ça, c'est le premier point. Autre point qu'il faut vérifier, c'est qu'au niveau des thèmes, il y a parfois des thèmes qui sont pas forcément lourds à proprement parler, mais pour qu'ils fonctionnent correctement, ils ont besoin qu'on installe par défaut des plugins supplémentaires. Donc ça c'est pareil en fait. Hein. Les plugins, évitez avec WordPress, c'est cool, on peut vraiment customiser son site comme on le souhaite. Le truc c'est qu'en fait quand on a pléthore de plugins, non seulement ça a tendance à faire beaucoup plus ramer, on augmente les chances de faire planter son site. Bref, c'est bien sur le principe, mais évitez. Moi, je conseille toujours à mes clients de faire en sorte d'avoir moins de 10 plugins sur leur site pour éviter justement les gros crashs et les problèmes inhérents en fait. D'accord. Et même chose. Donc, lorsque vous achetez un thème, vérifiez bien effectivement que les plugins qui sont potentiellement à rajouter ne soient pas trop consommateurs en ressources. D'accord. Alors, autre point, effectivement, donc rendre son site accessible aux robots et aux humains. Effectivement, donc tout à l'heure, j'ai parlé un peu de la vitesse. Ça, c'est un point qui est super important. Moi, typiquement, quand je fais des audits auprès de mes clients, la plupart du temps, en fait, quand le site charge en plus de 3 secondes, c'est que vraiment, il faut intervenir, en fait, d'accord. Lorsque c'est moins de 3 secondes, bon, en fait, plus c'est rapide, mieux c'est, bien évidemment. Mais globalement, voilà, quand c'est moins de 3 secondes, ça va. Quand c'est plus de 3 secondes, il faut traiter. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, les gens ne sont pas patients sur le web et globalement, si jamais ça prend des plombes à charger, vous allez beau avoir le site web qui va être le plus beau au monde, avec le contenu qui va être le plus glamour et le plus informationnel, bref, le plus détaillé possible. Si ça prend 10 secondes à charger, il y a absolument personne qui va venir sur votre site web. Donc voilà, c'est assez impitoyable le web. Donc il faut absolument avoir quelque chose, un site web en tout cas, et qui charge rapidement. Alors pour ça, si jamais vous voulez vérifier, soit vous pouvez utiliser PageSpeed Insight. Hein, donc c'est c'est exactement le print screen que j'ai pris ici. Apprendre avec des pincettes, c'est l'outil Google, mais apprendre quand même avec des pincettes parce que, à mon sens, les notes qui sont données par PageSpeed Insight sont parfois un peu dures et pas forcément parfaitement pertinentes à mon sens. Donc bon, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller GTmetrix qui fonctionne très bien, ça c'est gratuit. Hein. GTmetrix et Pingdom qui sont vraiment des outils qui permettent de voir les temps de chargement et si jamais il y a un temps de chargement qui est long, vous allez pouvoir voir notamment où est-ce qu'il y a des problèmes, notamment par exemple au niveau de la taille des images. Bref, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et des éléments de code aussi. Alexandre, on a une petite question au niveau Ouais. du thème. Comment repérer les thèmes non SEO friendly? Ouais. Alors globalement, alors
moi, la manière dont tout dépend en fait vraiment si jamais la personne qui pose la question s'y connaît vraiment ou pas. Euh, Si jamais on part, moi ce que je conseille toujours à mes clients en fait, c'est éviter absolument les thèmes qui sont exotiques en fait, d'accord. Si jamais vous avez des grosses compétences dans le web, potentiellement vous pouvez prendre n'importe quel thème par la suite, et ben, vous ferez des changements vous-même en paramétrant, en codant, etc. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseille pour éviter les grosses mésaventures, vous allez sur des plateformes de vente de thèmes et vous regardez les 10 ou les 15 thèmes qui sont les plus vendus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser entre guillemets des thèmes mainstream? Tout simplement parce qu'en fait, vous êtes sûr qu'il va y avoir du support. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que parfois, quand on prend des thèmes un peu sympas, un peu exotiques et qui n'ont pas beaucoup de téléchargements, en fait, plutôt que de faire des mises à jour régulières, parce que bien évidemment, il faut un support qui fasse des mises à jour régulièrement. Le truc, si jamais c'est pas fait, eh bien votre site va pouvoir planter par la suite et c'est un peu plus compliqué. Donc prendre un thème qui est relativement populaire. La plupart des thèmes très populaires sont bien évidemment SEO friendly. Et en plus, autre avantage, c'est que si jamais vous faites votre site vous-même, eh bien vous allez avoir accès notamment à un support notamment sur le web avec des gens qui ont posé des questions. Moi, par exemple, sur mon propre site Tweno, j'ai utilisé le thème qui est le plus répandu, qui était le plus vendu de toute l'histoire, qui s'appelle Avada, en fait. Donc voilà. Alors j'ai fait ça pour plusieurs raisons. Premièrement, également parce que moi, l'objectif, c'était également de montrer, de démocratiser auprès de mon audience comment faire un site web. Donc moi, j'ai fait, par exemple, sur YouTube, l'ensemble de ces vidéos-là. Et comme ça, voilà, le fait de prendre un thème qui soit relativement populaire, si jamais par la suite les gens ont besoin de chercher de l'information, ils vont en trouver beaucoup plus facilement que sur les autres, en fait. Voilà. Donc voilà, autre point, donc effectivement, rendre votre site mobile friendly. Alors c'est un peu le complément d'ailleurs, hein. Lorsque vous prenez un thème globalement qui est mainstream ou qui est populaire, 99,9% des thèmes justement sont mobile friendly. Mobile friendly, ça veut simplement dire que ça fonctionne sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, etc. Donc voilà, on n'est plus vraiment dans le web des années 90, hein. Donc aujourd'hui, moi j'ai encore des clients qui viennent me voir avec des sites qui fonctionnent que sur ordinateur. C'est plus possible en fait aujourd'hui, hein. C'est index mobile first, donc ça veut dire globalement que Google va regarder même en priorité votre site depuis parce que ça rend sur mobile. Donc voilà, la plupart des connexions Internet aujourd'hui se font depuis le téléphone. Donc c'est important vraiment d'avoir quelque chose qui soit mobile friendly. Autre point, effectivement, au niveau de la sécurisation. Je vois encore trop, alors surtout si vous commencez votre site, faites en sorte de sécuriser votre site le plus rapidement possible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vous allez par exemple faire votre site web, en haut à gauche de l'URL, il y aura écrit donc HTTP ou HTTPS. Ça, pourquoi ça a un impact? Parce qu'en fait, lorsque vous n'avez pas sécurisé votre site, vous allez avoir en gros en rouge, plutôt que d'avoir ici connexion sécurisée, connexion non sécurisée. Donc avec un élément rouge qui peut faire potentiellement peur, notamment aux clients. Donc voilà, évitez absolument. Le web aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à créer de la confiance. Ok, donc vraiment le fait de sécuriser d'un point de vue ranking et d'un point de vue SEO, ça n'a pas un impact qui est énorme, c'est pas le critère le plus important au niveau des 200 critères de classement, mais ça fait partie des choses qui sont et qui va être importante justement de mettre en place. Et entre deux sites exactement équivalents, identiques, avec un site qui est sécurisé, un autre site qui est non sécurisé, le site qui sera sécurisé gagnera forcément plus de place que le site qui est non sécurisé à contenu équivalent. Okay. Autre chose, alors toujours dans cette capacité à rendre son site accessible, cette fois-là pour les robots, mettre en place une sitemap. Alors, sitemap, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on a un site web, bien évidemment, il y a des humains qui vont venir dessus, mais il y a aussi Google. Bon, lorsque Google vient sur votre site, il va ce qu'on appelle crawler l'ensemble de vos pages. Bon, le truc, c'est que quand on commence à avoir un site qui commence à être un peu dense, un peu gros, finalement, les spiders de Google vont un peu avoir tendance à se perdre, en fait, à se paumer complètement même. Et donc, l'objectif d'une sitemap, c'est de faire en sorte de faire une sorte de cartographie sur de votre site avec les différentes pages de votre site web. Et par conséquent, finalement, Google va comprendre beaucoup plus facilement comment est-ce que votre site est construit, quelle est l'architecture et globalement, voilà, quels sont les contenus qu'il faut vraiment crawler
de manière beaucoup plus régulière en fait. Donc mettre en place une sitemap, c'est même chose, c'est pas quelque chose qui est compliqué en soi, mais mettez ça en place dès le départ, justement pour partir sur des bonnes bases et voilà. Autre point, alors ça c'est pareil, ça c'est un point qui est super important. On en est toujours sur les fondamentaux. Lorsque un moteur de recherche vient sur votre site, lorsqu'on est un humain plutôt, la première page sur laquelle on se rend, c'est sur la page d'accueil. Bon, ça c'est quand on est un homme, c'est normal. Bon, quand on est quand on est un algorithme, quand on s'appelle Google, la première page sur laquelle on se rend, c'est le fichier robot.txt, d'accord? Et ça, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, c'est la page où vous allez dire à Google, OK, tu peux aller ici ou tu peux pas aller là, d'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, parfois, il peut arriver que des personnes créent des sites qui sont parfaits d'un point de vue du contenu, parfaits d'un point de vue technique, sauf que bien finalement, leur site n'est pas indexé en fait. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est absolument tragique parce que eh bien tout ce travail que vous avez fourni, il n'est pas visible. Donc, c'est clairement, c'est sur la partie fichier robot.txt qu'il faut voir ça pour éviter justement eh bien qu'il y ait des histoires d'horreur en fait. Voilà. Ensuite, toujours dans cette problématique de navigation et de rendre son site accessible, ce qui est important de faire, c'est un maillage qui soit construit de la manière la plus propre possible. Concrètement, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez un site, il faut faire en sorte qu'il y ait un cheminement logique, qu'il y ait une architecture qui soit propre. Et au sein même de cette architecture qui soit propre, il faut que les gens comprennent où est-ce qu'ils se retrouvent sur votre site web. Bien évidemment, il y a des gens qui vont rentrer sur votre site depuis la page d'accueil, mais c'est pas simplement ça en fait. Il y a par exemple, si vous faites du contenu qualitatif, eh bien les gens vont également rentrer par votre article de blog, par exemple. Et donc, il faut très rapidement que lorsqu'ils arrivent, par exemple, sur votre article de blog, eh bien, premièrement que ça les renseigne, bien évidemment, et que, eh bien, potentiellement aussi, on ait la possibilité de leur donner plus d'informations si ça les intéresse, ou faire un maillage qui fasse en sorte que, eh bien, les gens se baladent sur votre site web. L'objectif en SEO, c'est de faire en sorte que les gens, littéralement, viennent sur votre site et campent. D'accord? Donc, ils restent longtemps. Moi, vraiment, la manière, en tout cas, dont je fais du SEO, c'est vraiment pour améliorer le dwell time, donc la capacité des gens à rester longtemps sur le site, parce qu'en fait, ça a un impact d'un point de vue SEO, et plus les gens vont rester longtemps, plus Google va considérer que finalement, ce site-là est vraiment une ressource fiable. Par conséquent, je vais vraiment le pousser en haut. D'accord? Donc voilà, ça c'était la première partie, donc c'est les aspects techniques. Deuxième partie, stratégie de contenu. Alors simplement, là, ce que je vous ai indiqué sur les parties techniques, clairement, il faut le faire, mais même si vous avez un site qui est techniquement parfaitement propre, ça sera peut-être pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'il y a cette deuxième partie qui est absolument fondamentale, essentielle. Je peux, Alexandre, poser une petite question sur la première partie? Oui, Alors, donc tu parlais de l'enjeu d'avoir un site sécurisé. oui. Donc, pour un de tes slides, est-ce que tu peux réexpliquer comment on sécurise son site? Ouais. Alors effectivement, alors pourquoi c'est important? Effectivement, alors simplement déjà si vous avez un site e-commerce, aujourd'hui la sécurisation elle est absolument, en fait c'est obligatoire, d'accord? Donc la manière de faire, il y a plusieurs façons. Soit vous pouvez directement passer par l'hébergement. L'hébergement, lorsque c'est des bons hébergements justement, ils proposent justement eh bien des modules supplémentaires pour pouvoir sécuriser son site automatiquement donc depuis l'hébergement. Soit sinon, si l'hébergement ne le propose pas, l'autre solution pour le faire, vous pouvez installer notamment eh bien, des plugins supplémentaires qui vont justement eh bien, permettre de sécuriser votre site de manière beaucoup plus simple en fait. Donc moi c'est pour ça que j'ai toujours tendance à préconiser lorsqu'on monte son site de sécuriser son site le plus rapidement possible parce qu'en fait une fois que c'est fait, c'est fait. Ce qui est un peu compliqué de temps en temps, c'est que lorsqu'on a un site qui est déjà existant et que on souhaite le sécuriser, et bien parfois il peut y avoir, bon, ça se fait très bien hein, si techniquement on est rigoureux, mais voilà, il peut y avoir à ce moment-là un peu plus de problèmes, un peu plus d'incidents. Donc là, si vraiment vous êtes dans l'optique de démarrage, sécurisez votre site le plus vite possible, ça sera fait, on n'en parle plus en fait. Ok, super, merci. Et de même, pour intégrer le sitemap, c'est également un plugin qu'on insère. Ouais, Et donc, c'est possible avec WordPress, mais avec ouais, d'autres tout à CMS fait. également.
Ouais. Alors en fait, alors effectivement, alors si on part du principe, si on part sur du WordPress, effectivement, alors pour les sitemaps, il y a notamment Yoast qui donc est un plugin qui est le plugin le plus répandu. Donc d'ailleurs, je vais parler un petit peu plus un peu plus loin, qui fait ça très bien. Sinon, il y a All-in-One qui fait ça la bonne des manières également. Donc moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est vraiment utiliser un plugin type Yoast pour pouvoir le faire, parce qu'on peut créer des sitemaps à côté. En tout cas, il y a quelques années, on pouvait le faire de manière beaucoup plus autonome, etc. Je recommande pas forcément. Il y a vraiment des outils. La sitemap, par exemple, d'un plugin comme Yoast est extrêmement propre et vous allez éviter comme ça toutes les mésaventures potentielles. Donc, utilisez plutôt un plugin si possible. D'accord, merci, c'est clair. Donc voilà, donc retour sur la stratégie de contenu. Alors, ce que je vous ai indiqué auparavant sur les problèmes techniques, si vous faites les choses correctement, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir avoir de la visibilité sur le web. Donc, je préfère être très cash sur le sujet. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et donc, l'élément, la pierre supplémentaire qu'il va falloir qu'on rajoute, c'est bien évidemment donc la stratégie de contenu et les aspects de promotion. Donc pour cela, il y a 4 grandes étapes que je vous propose. Premièrement, ça sera notamment le fait de déterminer ce que cherchent les visiteurs. Donc bien évidemment, il y aura notamment, je vais vous parler d'un point de vue entre guillemets un peu théorique, de la recherche de mots-clés, pourquoi est-ce que c'est important et quelle est l'incidence en fait des mots-clés sur notamment l'attraction. Deuxième point, optimiser les pages. Effectivement, une fois qu'on a trouvé ces bons mots-clés, eh bien, il va falloir qu'on matérialise ça concrètement sur le site. Donc, ça sera le deuxième chapitre. Ensuite, obtenir des liens entrants. Alors, effectivement, ça, c'est le troisième élément. Donc, ça va être tout ce qui va être lié notamment au backlink. Ça, c'est un sujet qui va être aussi un gros morceau parce que ça reste quelque chose de très important encore en SEO aujourd'hui. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et dernier point sur le fait de mesurer les avancées, notamment de ces résultats en SEO. Alors, avant de faire un peu de théorie justement pour parler de ces différents points, je vais simplement vous indiquer comment est-ce que ça se matérialise concrètement en fait. Donc, je vais notamment prendre l'exemple de mon propre site, parce que bon, la théorie c'est bien, mais voilà, je pense que commencer avec un cas entre guillemets un peu plus pratique et à savoir avec le mien, je pense que ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Et ça vous montrer aussi potentiellement le degré d'exigence qu'il y a derrière justement cette partie stratégie de contenu. Donc, premièrement, alors, forcément, stratégie de contenu, ce que ça sous-entend, c'est que il va falloir justement il va proposer des pages, proposer des articles de blog qui soient les plus qualitatives possibles. Moi, concrètement, pour pouvoir donc passer donc de 0 à 1000 sur mon site, donc ça m'a pris 5 mois et ça a nécessité une création de contenu qui est extrêmement importante, extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi, je suis dans un secteur qui est hyper concurrentiel. Il y a des agences SEO qui sont implantées là depuis 20 ans. Bref, il y a personne qui attendait, entre guillemets, Alexandre Marotel et mon agence pour exister. Donc, l'effort au départ, ou plutôt l'impulsion au départ, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un site qui émerge, c'est un travail qui est assez conséquent. Donc, concrètement, moi, là, c'est pas sur 5 mois, mais c'est sur un an. Sur un an, à peu près, pour vous donner une échelle d'idée, j'ai créé 100 articles, donc très orientés SEO, bien évidemment, sur mon propre blog. Et c'est des articles qui font entre 5000 et 25 000 mots. Même chose, pour vous redonner un peu un contexte, 5000 et 25 000 mots, alors vous allez peut-être vous dire, mais il est complètement fou parce que c'est des chiffres qui sont excessifs. En fait, alors c'est un peu le cas, j'ai tendance à être parfois un peu excessif, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait des contenus aussi détaillés et aussi précis, tout simplement parce que la concurrence est extrêmement dure sur mon secteur, d'accord? Donc, si vous êtes sur un secteur qui est beaucoup moins concurrentiel, beaucoup moins compliqué, eh bien, clairement, par exemple, faire des articles aussi longs ne serait pas forcément nécessaire. Mais ça, c'est simplement pour vous indiquer, voilà, la dose d'effort qui va être nécessaire de faire pour pouvoir vraiment réussir à émerger. Et comprenez bien aussi que le web, c'est vraiment une question de surenchère en qualité, en fait. Pour être bien classé dans Google, il va falloir faire mieux que la compétition et proposer quelque chose de meilleur, un angle qui soit différent, être voilà un peu disruptif par rapport à ce que vous faites. Et c'est pas forcément simple, mais si jamais vous le faites, c'est ce qui va être vraiment gagnant. En fait. Alexandre, quand tu Oui. dis
passer et c'est le titre du webinaire, mais donc passer de 0 à 1000, on est sur un objectif quotidien ou hebdo ou mensuel? Ouais, alors là, bon, j'ai vraiment fait le choix de le faire de manière progressive. Donc là, c'est 0 à 1000 visiteurs par mois dans un premier temps. Ouais. Dans un premier Après, les choses s'accélèrent bien évidemment, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment ce qui est le plus difficile en fait. Hein, cette phase de décollage, cette phase de démarrage, il faut vraiment aller potentiellement la chercher avec les dents. Donc, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, il faut que le site soit techniquement propre et après, il va falloir commencer à vraiment comprendre que le contenu, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du gadget, c'est absolument une arme redoutable en marketing, notamment en inbound marketing, parce que ça va vous permettre de faire en sorte que ce soit les clients qui viennent à vous en fait. Donc moi, par exemple, lorsque j'ai développé mon activité, les 3 premiers mois, j'avais 0 client en fait. Donc voilà, il faut être clair, 0 client, donc 0 revenu, ce qui m'a permis le bon côté de développer eh bien mon site web, de commencer à faire mon contenu également sur mon site pour pouvoir gagner de l'autorité. Et une fois eh bien, que la machine a commencé à se lancer, aujourd'hui, par exemple, la plupart même la majorité de mes clients me contactent en fait. Donc, c'est eux qui viennent à moi, et c'est pas moi qui les contacte, parce qu'en plus, je suis pas forcément bon en outbound, mais c'est un autre sujet. Mais globalement, voilà, c'est une machine qu'il faut amorcer, c'est une machine qu'il faut lancer, c'est une grosse dose d'effort au départ, mais par la suite, c'est ce qui va être vraiment, c'est ce qui va être killer en fait. Hein. L'inbound marketing et le SEO, d'un point de vue du retour sur investissement, c'est un canal qui est absolument hallucinant en fait. Ok, et merci. Et donc, tu évoquais tout à l'heure le blog, Ouais, en train de créer du contenu. Alors, très concrètement, on crée donc un autre outil, le blog, que l'on intègre dans son site, ouais, si je comprends bien. Et donc, le blog, on le crée sur quel outil? ouais. Est-ce que tu as un outil à recommander pour ça? Ouais, alors effectivement, tu viens de poser la question. Alors, tout est fait sur WordPress. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, et d'ailleurs, parfois, j'ai tendance un peu à me batailler pour pouvoir justement faire comprendre tout ça, c'est que les pages, ce qu'on appelle les pages statiques, donc par exemple les pages corporate, les pages potentiellement services, ça va représenter une partie de votre site, d'accord? Mais globalement, par exemple, moi, si on prend mon propre site Tweno, mes pages où je présente mon service, et je présente ce que je fais, mes valeurs, etc. Il y en a peut-être 5, 6 en fait. Donc c'est vraiment la partie visible potentiellement de l'iceberg. Par contre, la partie blog, donc qui est directement intégrée dans WordPress et sur lequel, à mon sens, il faut passer le plus de temps, c'est ce qui représente 95% en fait de l'ensemble de mon site web en fait. Donc ce contenu va être important parce que c'est autant de portes ouvertes ou autant d'excuses qui vont permettre aux gens de vous découvrir alors qu'ils vous connaissaient pas. D'accord. Par exemple, moi, avec mon agence, il y a un an de ça, il y a personne qui connaissait Tweno, il y a personne qui allait bien évidemment sur mon site dans la mesure où il n'existait pas. Donc, bien sûr que avoir des pages corporate, c'est important, des pages statiques, c'est important. Néanmoins, il faut réussir à répondre, mais justement, alors, je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus par la suite, mais répondre aux requêtes ou aux besoins des visiteurs. Et justement, c'est grâce à un blog justement qu'on fait ça. Et pour les gens dans l'audience qui sont dans le secteur du B2B, euh, ne pensez pas que les blogs, c'est réservé pour les gens qui sont en B2C. Hein. Pas du tout. Le B2B, c'est hyper important. C'est vraiment ce qui permet justement eh bien, de montrer son autorité, montrer eh bien, que vous êtes expert dans le domaine. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait avec mon propre site, c'est que en vulgarisant, en présentant des choses, j'ai créé potentiellement eh bien, des raisons de me découvrir. En fait. Et c'est vraiment ça tout l'objectif, tout le rôle d'un blog. Et donc, c'est bien un plugin WordPress aussi, ton blog? Non, pour le coup, c'est en natif en fait. En natif, il y a deux grandes catégorisations sur WordPress. Tu as d'un côté les pages et d'un côté la partie blog. Les pages, c'est vraiment pour les éléments qui sont statiques, donc ils vont pas être forcément amenés à évoluer. La partie blog, c'est pour justement le contenu que tu vas mettre soit à jour de temps en temps, soit du nouveau contenu en fait. D'accord? D'accord. Et donc, il y a une question, mais je pense que tu allais commencer, enfin, tu allais continuer à en parler. Entre YouTube et les articles de blog, selon toi, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de clients, ouais, de Ouais. clients, pas de visiteurs. Ouais, alors effectivement, Ouais. alors
il ne faut pas opposer les deux, hein. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Il y a d'un côté effectivement les articles de blog, mais en fait, dans mes articles de blog, typiquement, j'ai intégré des vidéos qui viennent de YouTube également, justement pour ce que je disais tout à l'heure, bah, faire en sorte que lorsque les gens viennent sur mon site, ils puissent consommer bah, le contenu qu'ils préfèrent en fait. Donc il y a des gens par exemple qui préfèrent lire, il y en a d'autres qui préfèrent bah, les images. Donc d'ailleurs c'est pour ça que là je pars des images, le fait que je fasse moi-même également des images pour créer du contenu unique, il y a également les vidéos. Et le gros avantage des vidéos en SEO, c'est qu'en fait, lorsque les gens viennent sur votre site et qui consomment vos vidéos directement sur vos pages, eh bien finalement, si votre vidéo dure 10 minutes, les gens vont rester 10 minutes sur votre page. Ça, c'est énorme en fait. D'un point de vue Google, Google va se dire, bah, voyons que 10 minutes, c'est vraiment un contenu qui est hyper qualitatif, qui leur a plu énormément. Par conséquent, eh bien, on va pousser ce contenu-là vers le haut en fait. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait une centaine de vidéos sur YouTube. En fait, j'ai vraiment fait le choix partisan au départ de me dire, je vais construire un site. Bien évidemment, j'avais déjà construit des sites auparavant, mais je vais construire un site, je vais construire une entreprise et eh bien, je vais finalement prendre à témoin bien bah, les gens sur YouTube en fait. Donc j'ai essayé de faire en sorte de présenter. C'est pour ça que mon site web, par exemple, de A à Z, il y a l'ensemble des explications et j'ai créé mon site en fait sur bah, devant tout le monde en fait sur YouTube. Hein. Donc voilà. Autre point, alors effectivement les visuels. Alors ça c'est pas ça peut-être pas ça va peut-être vous paraître un peu bizarre pour le SEO, mais en fait c'est quelque chose qui est important également. Il faut bien comprendre que les utilisateurs et Google adorent le contenu qui est du contenu unique, d'accord? Donc les banques d'images gratuites, pourquoi pas? Le truc, c'est que comme si vous êtes comme moi et que vous passez votre vie sur le web, et bien finalement, on voit toujours les mêmes images en fait. Les images de la fille qui prend les paquets shopping et qui a les grosses lunettes noires, ça c'est une image que j'ai vue, mais je le vois mais partout sans arrêt 15 000 fois. Bref, donc euh, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas eu tout de budget, pourquoi pas utiliser des banques d'images? Si jamais vous avez un peu de budget, pourquoi pas acheter des images donc qui vont être beaucoup moins répandues et donc qui vont vraiment créer un peu plus de valeur. Et si vraiment bah, vous le souhaitez, pourquoi pas créer votre propre image en fait. Moi par exemple, l'ensemble de mes images sur, bah, pas l'ensemble, mais la plupart, disons, de mes images et de la charte graphique, c'est moi qui l'ai fait, justement dans une optique de branding, justement parce que, en fait, c'est important, c'est ce qui permet de vraiment rajouter un élément également de différenciation et globalement, c'est surtout super positif pour le branding. Autre point, alors pour le coup, qui est un peu annexe par rapport au SEO, mais je pense que c'est quand même important. En fait, la grande difficulté quand on veut émerger, c'est vraiment la capacité à se créer une audience, en fait. Et donc, bien évidemment, l'audience peut venir du site, mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, même si on est très bon en SEO, pour pouvoir faire décoller son site, il y a forcément les premiers mois, c'est un peu la traversée du désert, d'accord? Donc, pour éviter de se décourager, eh bien, vous pouvez aussi potentiellement bah, utiliser certains réseaux sociaux pour bah, justement bah, réussir à capter l'attention des gens et faire en sorte qu'ils commencent à s'intéresser un petit peu à vous en fait. Donc un bon élément complémentaire, disons, même si c'est pas 100% lié à du SEO, c'est justement eh bien le fait d'être présent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Si vous faites du B2B, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. C'est vraiment une plateforme qui est hyper intéressante encore à l'heure actuelle. Et surtout, prenez la parole. N'hésitez pas à publier du contenu régulièrement. Et ça va vous permettre justement d'avoir de la visibilité au départ. Voilà. Alors maintenant, c'était le moment où j'ai parlé un peu voilà, de mon cas concret. Là maintenant, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus peut-être théorique, mais voilà, je pense que au niveau de la méthodologie, ça sera également plus peut-être beaucoup plus clair d'aborder les choses de cette manière-là. Donc pour rappel, hein, dans un premier temps, donc je vais vous parler des mots-clés, notamment qu'est-ce que cherchent concrètement les mots-clés, qu'est-ce que cherchent concrètement les visiteurs et qu'est-ce qu'on peut leur proposer par conséquent. Donc ça va être la première partie. Ensuite, comment optimiser ces pages d'un point de vue SEO. Ensuite, obtenir des backlinks et enfin mesurer. Alors, déterminer ce que cherche le visiteur. Alors ça, c'est un conseil qui va être un peu bateau et un peu générique, mais je pense que c'est quand même important de commencer par là. Bien évidemment, et c'est d'ailleurs pas que pour le SEO, je pense qu'en marketing, ça s'applique pour le marketing en général, il faut se mettre dans les chaussures ou à la place des personnes qui vont potentiellement eh bien, découvrir votre contenu. Donc, la première chose à faire, en tout cas à mon sens, avant même potentiellement de créer quoi que ce soit, c'est dites-vous, OK, qu'est-ce que les gens tapent
pour aller sur, qui pourraient taper pour aller sur mon site. Et là, vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses, notamment la typologie de contenu qui est proposée. Vous allez pouvoir découvrir potentiellement les volumétries. Vous allez pouvoir voir les autres contenus qui sont suggérés. Bref, c'est vraiment l'étape un peu bateau, mais qui est absolument indispensable à faire dans un premier temps. Autre point qui est absolument crucial de comprendre, c'est lié notamment à l'intention de recherche. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris, en tout cas à mon sens, la plupart du temps, c'est que tous les contenus ou toutes les typologies de contenus ne vont pas avoir forcément le même rôle. Par exemple, si jamais vous voulez créer un contenu pour pouvoir aider les gens, et bien finalement, les gens, par exemple, ce qu'il faut comprendre, en fait, je vais essayer d'être plus clair, lorsque les gens sont sur Google, ils sont en désespoir de réponse, d'accord? Ils veulent savoir quelque chose ou ils veulent faire quelque chose. Et donc, l'objectif, c'est que en tant que propriétaire de site web, votre rôle, ça doit être de leur proposer la meilleure réponse possible par rapport à la demande qu'ils ont effectuée, en fait. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a du contenu où potentiellement, eh bien, les gens veulent avoir une information. Donc, il faut leur proposer un contenu qui soit efficace et structuré de telle manière que l'information soit diffusée de la manière la plus claire possible. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, finalement, on peut être également sur les moteurs de recherche pour se déplacer ou aller quelque part. Autre élément, autre intention, le fait de faire quelque chose. Par exemple, si jamais vous tapez tarte au citron, qu'est-ce que vous allez avoir en résultat? Vous allez avoir des recettes de tarte au citron. Donc, autrement dit, c'est des gens qui vont vouloir faire une tarte au citron. Donc, ça veut dire également que si jamais vous faites, je sais pas moi, l'histoire depuis Napoléon de la tarte au citron, en fait, vous êtes tout simplement à côté de vos pompes, en fait. Mais en tout cas, ça répond pas à aux vrais besoins des visiteurs. Et donc, le fait de regarder les résultats qui sont actuellement présents sur le moteur de recherche, lorsque vous allez taper tarte au citron, eh bien, vous allez savoir la typologie de contenu également qu'il va falloir proposer. Et autre point, euh, quand on crée du contenu, on ne crée pas le contenu qui nous fait plaisir en fait, d'accord? Ça c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre dès le départ. Alors certes, des fois, ça nous fait bien plaisir d'écrire du contenu sur tel type de choses, tel type de choses, mais en fait là, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être orienté au niveau des résultats en fait. Donc, si jamais vous faites ça, le grand problème, c'est que vous allez faire un contenu qui va intéresser quelqu'un, mais que vous en fait. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de sortir de soi et de se dire, ok, quels sont les vrais objectifs ou qu'est-ce que cherchent vraiment les visiteurs et leur proposer un contenu qui soit adéquat. Okay. Et dernière intention qui est importante, c'est par exemple l'achat. Voilà, par exemple, si il y a des requêtes qui sont vraiment orientées achat, et donc par conséquent, si vous faites un contenu, je sais pas moi, sur de l'information, c'est pas forcément l'élément qui est le plus propice en fait. Donc, lorsque les visiteurs sont vraiment prêts à acheter, il faut leur proposer un contenu qui soit adapté, notamment avec des pages produits, qui soient optimisés pour le SEO. Alors, autre point, autre petit tips d'ailleurs, lorsque vous allez commencer à taper, notamment dans Google, les différents mots-clés que vous imaginez que vos clients potentiellement peuvent taper. Autre petit tip, si jamais vous êtes un peu en manque d'inspiration, n'hésitez pas à regarder les recherches associées en fait. Ça, c'est quelque chose qui est absolument une mine d'or. En SEO, souvent d'ailleurs, en marketing d'ailleurs de manière générale, on adore vous vendre ou vous survendre des outils un peu dans tous les sens. Ça, c'est un outil, mais c'est absolument hallucinant en fait au niveau de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque par exemple on tape là dans l'exemple c'est SEO, eh bien lorsque les gens tapent SEO, eh bien il y a une possibilité qu'ils tapent également SEO définition, SEO formation, SEO Google, SEO référencement, SEO définition. Autant d'éléments, autant de pistes supplémentaires qui vont vous permettre de rallonger également les requêtes et notamment de viser des mots-clés qui vont être ce qu'on appelle du long train. Donc, je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus par la suite. Mais c'est des mots-clés qui vont être beaucoup moins compétitifs. Au niveau des mots-clés, effectivement, alors là, je vous ai présenté la manière la plus commune, disons, avec Google. Mais bien sûr, il y a des outils qui sont adaptés pour ça, notamment pour pouvoir trouver les volumétries. C'est important en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de contenu, c'est tellement difficile, c'est tellement exigeant que
N'hésitez pas à investir un tout petit peu d'argent également dans un outil pour justement faire en sorte que ce contenu que vous allez créer va vraiment avoir une vraie utilité et un vrai potentiel pour ranker en fait. Donc pour cela, alors soit vous pouvez utiliser Ubersuggest, qui est un outil qui a été créé par Neil Patel, qui est le moins cher, soit Ahrefs, qui est le meilleur outil à mon sens, outil américain avec la plus grosse base de données. Moi, c'est celui que j'utilise en tant que SEO. Mais bon, après, c'est peut-être un peu hors budget. C'est vraiment dédié, disons, pour les professionnels du SEO. L'entre-deux, c'est SEMrush, qui est un bon outil également. Donc voilà. Autre point d'ailleurs, si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur les outils, moi j'ai créé un article complet sur mon blog sur les outils, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors tout à l'heure j'ai parlé un tout petit peu des aspects long train. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et soyons un peu plus précis sur le sujet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez créer votre site, vous allez avoir une autorité qui va être de zéro. Ça veut dire une chose claire, c'est que en fait, Google va pas forcément vous faire confiance. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, vous sortez de nulle part. Donc, la confiance, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein, ça se crée avec du temps. Et donc, bien évidemment, eh bien, au départ, ça va être compliqué pour vous d'avoir vraiment beaucoup de visibilité. Donc, l'une des bonnes manières de pallier ça, ça va être de faire en sorte de cibler, targeter des mots-clés qui vont être un peu plus longs, beaucoup plus précis, avec une volumétrie beaucoup plus faible également, mais qui vont vraiment vous permettre d'acquérir vos premiers visiteurs. Les premiers visiteurs, ils sont difficiles pour ça. Par exemple, et c'est l'exemple que je donne ici, par exemple, si vous êtes une entreprise, je sais pas moi, de sneakers, eh bien finalement, si jamais vous souhaitez être bien classé sur le mot-clé sneakers, je peux vous assurer d'un truc, c'est que vous pouvez vous lever très tôt et il faut être prêt à bouger Adidas, Nike réunis pour pouvoir commencer à avoir une pole position dans le domaine. Donc autrement dit, ça va être ultra compliqué. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte de prendre des mots-clés qui soient beaucoup plus longs, sur des requêtes qui vont être aussi beaucoup plus précises, parce que justement, il y aura beaucoup moins de compétition, parce que justement, certains gros acteurs ne se seront pas forcément placés sur ces mots-clés-là. Et en plus, le gros avantage de la longue traîne, c'est que les gens qui vont venir sur votre site, par exemple, là, si on prend l'exemple de Adidas, les gens qui vont taper Adidas Superstar blanche homme taille 44, et des requêtes comme ça existe hein, sur Google. Donc, bien évidemment, c'est ultra précis et on a beaucoup moins de volume que sur sneakers tout court. Par contre, le contenu qu'on va proposer, et si jamais on est sur des bonnes positions, eh bien les gens, au niveau de la conversion, ils ont vraiment on est vraiment tout en bas du funnel en fait. Donc là, la conversion, elle peut se faire de manière beaucoup plus simplifiée en fait. Et donc, globalement, il faut vraiment tendre vers ce contenu long traîne, notamment quand vous commencez avec votre site. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret avec ma propre agence. Souvent, régulièrement, quand je fais des communications sur LinkedIn, il y a beaucoup de SEO qui disent ah oui, mais finalement ton contenu il est bien beau, mais c'est pas un contenu qui est potentiellement parfaitement pertinent par rapport à ton business, parce qu'il faut que tu targetes ou que tu cibles agence SEO. Bon, agence SEO. Actuellement, alors j'ai bien évidemment mes pages statiques où je parle d'agence SEO, donc de mon agence SEO, mais est-ce que c'est un mot-clé que j'ai priorisé pour le moment? Et ben, aussi étonnamment que ça puisse paraître, la réponse est non, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, ce mot-clé-là est inaccessible en tout cas, était inaccessible pour mon site web au moment où je l'ai créé. D'accord? Et ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai targeté bien d'autres mots-clés qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus précis, pour justement commencer à avoir ces premiers visiteurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne manière, on peut créer quand on a un blog, vous êtes libre de créer ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes libre de créer autant d'articles que vous voulez. Le seul truc, c'est que en SEO, il faut vraiment avoir une approche de sniper, d'accord? On n'est pas en mode cowboy et bim, là, on tire en l'air et bim, voilà, il y a un oiseau qui tombe et on le mange. Non, en SEO, on est vraiment en approche de sniper. L'effort à fournir est énorme. Par conséquent, eh bien, on va se dire, ok, ce mot-clé-là, il est accessible par rapport à l'autorité de mon site. Et donc, si jamais je crée un contenu, j'ai vraiment une chance d'être dans les pole positions de Google. Et voilà. Et donc là, c'est comme ça qu'on avance en fait. Et c'est pas en essayant de créer un contenu qui est absolument inaccessible. Donc, il faut savoir, entre guillemets, s'empêcher de créer du contenu en SEO si on veut obtenir du résultat.
Alexandre, petite parenthèse technique, quand Oui, on target un mot-clé, très concrètement, ça veut dire que quand on construit son site internet, on a la possibilité de choisir des mots-clés, c'est ça? ouais, tout à fait. En fait, d'ailleurs, je vais en parler juste après. En fait, D'accord. l'idée, c'est que pourquoi est-ce que je vous parle de mots-clés ici? Tout simplement parce qu'en fait, il faut faire un choix préalable, avant même d'ailleurs potentiellement d'avoir un site web, mais il faut se dire, OK, je vais essayer de me positionner sur ces mots-clés-là à proprement parler. Et après, une fois qu'on a fait ce choix-là, eh bien, on va matérialiser ça concrètement sur son site. Et c'est exactement ce que je vais te présenter maintenant, en fait. Ok, super. Et du coup, en même temps, si tu peux répondre à l'une des questions qui a été posée, mais je pense que ça sera dans le fil de ton contenu, c'est si on a fait les mauvais choix au début, est-ce qu'on peut rectifier par la suite? Alors, les mauvais choix, c'est les mauvais choix à quel niveau? Au niveau technique ou au Alors, niveau... on parlait des mots-clés, donc j'imagine que la Ouais, question se porte sur ouais, les mots-clés, mais c'est ouais, une question qu'on pourrait dans l'absolu se poser pour tout, dans le ouais, sens où j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà créé et peut-être ouais. qu'on y revient à la fin, des gens qui ont déjà créé leur site internet. Là, du coup, ils écoutent tous les conseils que tu leur donnes, et finalement, il y a peut-être un certain nombre qui n'ont pas été pris. Ouais. Voilà, donc Alors, sur les mots-clés, et ouais. peut-être de manière générale. Ouais. Alors, il faut être absolument clair. Il n'y a jamais rien qui est trop tard en fait hein, en SEO. Et typiquement là, sur les éléments techniques que je vous ai présentés, moi la plupart du temps quand je fais mes campagnes SEO en fait, je fais des pré-audits notamment auprès de mes clients et je leur indique certains des problèmes techniques qu'ils ont en fait. Et bien évidemment, moi mon objectif c'est de les résoudre. Donc rien n'est trop tard. Et parfois, ça nécessite un travail plus ou moins important, et c'est pour ça qu'il faut mieux partir sur des bonnes pratiques dès le départ, mais on peut bien évidemment mettre en place tout ça sans problème. Au niveau des mots-clés, même principe. Par exemple, je suis en train de travailler avec un de mes clients, il a créé beaucoup de contenu, plus de 300 articles de blog, ça fait 10 ans qu'il existe. Moi, mon travail là, que j'ai eu à faire sur son site, ça a été notamment de consolider certains contenus qui étaient un peu faiblards à mon sens, d'une part, et d'autre part, d'évacuer certains contenus en fait, qui n'avaient pas du tout de pertinence par rapport à son site. Alors, globalement, j'aime pas trop effacer le contenu parce que c'est potentiellement voilà quelque chose qui a nécessité un effort et donc voilà c'est difficile et donc j'essaie toujours de recycler un peu le contenu en fonction de si jamais c'est propice ou pas. Mais effectivement, il est jamais trop tard en fait, d'accord? Il est jamais trop tard et si jamais vous avez un contenu qui n'est pas forcément bien orienté, eh bien, un bon SEO, en tout cas, réfléchira comment faire pour optimiser et améliorer l'existant pour faire en sorte eh bien, d'utiliser son plan potentiel par la suite. Donc voilà. Alors là, je vous ai donc parlé des mots-clés. Maintenant, je vais vous parler concrètement. Ça, c'était entre guillemets en dehors du site. Hein, d'accord. Donc là, maintenant, on va voir concrètement comment est-ce qu'on met ça en place sur son site. Donc là, quand je parle d'optimisation, c'est notamment des optimisations on-site ou des optimisations options on-page. Ce qu'il faut comprendre en SEO, c'est qu'il y a deux grandes tendances. Il y a ce qu'on appelle des optimisations off-site, donc ça va être notamment la partie sur les backlinks dont je vais vous parler après. Donc c'est tout ce qui va être en dehors de votre site et les optimisations on-site ou on-page, d'accord. Donc c'est tout ce qui va être vraiment inhérent à votre site web. Moi, en tant que avec mon agence SEO, je suis vraiment orienté sur ces améliorations au niveau on-site. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va avoir la main à 100%, d'accord? Donc, il y a vraiment pas mal d'améliorations qui sont à faire. Et d'ailleurs, lorsque je fais une campagne SEO, moi, dans mes trois grandes étapes, la première étape, c'est l'audit, donc résolution des problèmes techniques. Deuxième, c'est optimisation. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici, en substance. Et dernière partie, stratégie de contenu. Ici, je vous ai pas parlé beaucoup d'optimisation dans le cadre du passage de 0 à 1000, parce qu'en fait, quand on a un site qui n'est pas encore créé, on n'a rien à optimiser. En fait. Donc, l'optimisation, c'est vraiment quand on est plutôt dans la phase, dans une phase d'amélioration d'un contenu existant, ou en tout cas, sinon, dans la création d'un contenu, on va devoir optimiser, disons, lorsqu'on fait une recherche de mots-clés correctement, mais voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais si j'ai été très clair. Bref, optimisation on-page. Alors, ou optimisation on-site. Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise si vous avez un site sur WordPress, la plupart du temps, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir un plugin
qui fait plusieurs plugins qui vont vous aider justement à faire du SEO. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il y a un vrai parallèle qui se joue entre ah oui, moi j'ai un site web sur WordPress et je fais du SEO parce que j'ai par exemple un plugin comme Yoast en fait, d'accord. Donc Yoast, c'est un plugin qui permet de faire plusieurs choses. Il y en a plusieurs des plugins comme ça. Il y a Yoast et All-in-One que je recommande. Globalement, c'est des plugins qui sont assez similaires, qui se ressemblent. Ça a ils ont plusieurs objectifs. Premièrement, ils vont vous permettre de faire la fameuse sitemap dont je vous parlais tout à l'heure. Et deuxième élément, en fait, ça va vous permettre notamment de changer les titres et les métadescriptions sur vos contenus. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tapez une requête dans Google avec un mot-clé bien précis, et bien finalement, vous allez avoir les différents résultats qui vont s'afficher. Dans ces différents résultats, il va y avoir un titre et en dessous, ce qu'on appelle une métadescription ou une petite boîte avec du texte qui va être justement descriptif. Par défaut, si jamais vous installez pas un plugin comme Yoast, eh bien finalement, c'est Google qui va piocher en fait. D'accord. Donc il va prendre un peu comme il le sent, ce qui semble le plus pertinent par rapport à la requête. Ok. Ça pose. Google essaie de faire du mieux, bien évidemment, mais ça pose un peu des problèmes tout simplement parce que c'est pas optimisé forcément correctement. Donc, il va falloir qu'au niveau des titres et au niveau des métadescriptions, eh bien, on ait la bonne longueur qui soit proposée justement pour pouvoir bien éviter que ça soit coupé ou que ça soit trop court, d'accord. Donc, alors autre point sur Yoast, souvent les gens qui utilisent Yoast me posent la question, est-ce que c'est grave si jamais là la barre qui est ici en vert n'est pas en vert justement, elle peut être en orange ou en rouge. Ça, alors simplement pour les gens qui connaissent pas du tout, en gros, quand on densifie ou quand on raccourcit le contenu, eh bien Yoast par défaut va proposer une note pour dire voilà votre contenu est optimisé ou il n'est pas optimisé. Alors, c'est pas dramatique en fait. Hein, si jamais vous êtes ne vous cassez pas la tête pendant 15 ans pour que ça soit absolument au vert. Si c'est parfois en orange, pas très très grave non plus. Bon, faut éviter non plus que ça soit en rouge. Mais bref, il n'y a pas de quoi y réfléchir pendant 15 ans. Il faut être efficace aussi également. Donc, faites les choses correctement, mais ne vous cassez pas la tête pendant 15 ans sur iOS pour vous attendre. En fait, c'est même pas tant sur cette partie-là, c'est plutôt sur les bonhommes verts. Là. Parfois, ils font la grimace et souvent, on me demande, bon voilà, est-ce que c'est grave si mes bonhommes font la grimace? Et moi, pour être transparent, sur mes propres contenus, parfois, ben, les bonhommes font la grimace aussi. Donc, voilà. Alors, autre point, effectivement, dans l'optimisation de vos pages ou de vos contenus d'articles blog, ce qui va être important, ça va être les balises. Donc, notamment la structuration. Une chose qui est importante de comprendre, c'est que on ne rédige pas du contenu comme on rédige du contenu web comme on rédige un roman, d'accord. Moi, j'adore la littérature, c'est pas le sujet, mais en fait, quand une personne vient sur votre site web, il veut avoir des réponses et il veut avoir une structuration qui soit claire. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, un utilisateur, il scrolle en fait votre page. Et si jamais, par exemple, moi, mes articles font entre 5000 et 25 000 mots. Donc, ça veut dire que globalement, il n'y a personne qui commence par l'introduction et qui finit par la conclusion. Ce qui se passe, c'est que les gens arrivent sur votre site, ils vont regarder la structure avec les différents chapitres. Et si jamais il y a des titres qui semblent aguicheurs ou qui leur plaisent, eh bien, ils vont commencer à lire à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la manière dont c'est structuré, c'est une structuration qui est vraiment particulière au web et, et parfois, bon, j'ai d'ailleurs tendance à parler avec des amis qui disent ah oui, etc. Les contenus en liste, etc. C'est extrêmement pauvre d'un point de vue du contenu. En fait, ça répond vraiment à un besoin des gens qui ont besoin ou qui ont envie d'aller vite. Et par conséquent, eh bien, quand on a les différents titres qui sont mis en avant, ça permet de consommer le contenu de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide également. Et surtout, pensez justement à mettre vos mots-clés, vos fameux mots-clés dans les titres pour que ça soit que Google comprenne bien de quoi on parle, d'accord. Donc à la fois Google et surtout les visiteurs en fait, d'accord. Autre point au niveau de l'optimisation, les images. Alors en SEO, on optimise certes le contenu au niveau du texte, bien évidemment, mais les images, ça joue également un rôle super important en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à améliorer, proposer plutôt un texte alternatif qui soit pertinent. Google, dans l'idéal, pourrait comprendre ce que vous indiquez dans vos images sans avoir besoin de texte. Néanmoins, au niveau des ressources, clairement, c'est beaucoup plus facile pour Google de comprendre les images. En fait. Et surtout, ça va vous permettre de bien ranker dans Google Images. Alors, je vais peut-être un peu accélérer parce que là, il est midi. Alors,
Autre partie, les backlinks. Effectivement, alors les backlinks, c'est quelque chose qui est important. C'est des votes en fait, d'accord. Donc concrètement, ce que ça veut dire pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est que les backlinks. Moi, par exemple, j'ai un site. Vous avez un site. Si vous mettez un lien qui pointe de votre site web vers le mien, plus j'ai des backlinks, plus mon site va gagner en autorité et donc plus je vais avoir de confiance au sein de Google. Donc c'est un peu comme les élections, hein. Plus vous avez des votes positifs, plus vous avez des votes, plus vous avez des chances de devenir président et donc d'être à la première position. C'est le même principe, même combat avec les backlinks. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les backlinks, au niveau des critères de classement, c'est un critère qui est essentiel en fait, hein. C'est vraiment super important. C'est le deuxième critère de classement le plus important après le contenu. Donc là, il faut absolument comprendre qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est un peu le nerf de la guerre et qui est assez difficile à obtenir. Là, je vous ai simplement présenté un graphique pour vous montrer qu'il y a un lien de causalité direct entre voilà, le fait d'obtenir des backlinks et d'obtenir des bonnes positions dans Google. Donc, c'est difficile d'obtenir des backlinks parce que potentiellement, il faut vraiment créer un contenu qui soit qualitatif pour obtenir des liens. Moi, la meilleure méthode que je vous suggère pour pouvoir justement obtenir ces liens-là, c'est un peu une méthode à l'ancienne, hein, mais c'est extrêmement efficace parce que ça permet de donner de la valeur, c'est de créer des articles invités. Donc ça, concrètement, ça veut dire que moi, par exemple, si vous avez un site sur lequel je voudrais avoir un backlink, eh bien, je vais vous proposer un contenu d'article qu'on pourra décider ensemble qui va respecter votre ligne éditoriale et en échange, eh bien, dans votre contenu, donc que vous allez publier sur votre propre site, vous allez mettre un lien qui va pointer sur mon site en fait. Donc là, c'est vraiment, moi j'aime bien les articles invités parce que c'est du gagnant-gagnant en fait. À la fois, on rajoute de la valeur au sein même en proposant un article et en échange, eh bien, on va gagner un peu plus d'autorité. Donc c'est vraiment un bon échange et ça change énormément en fait de ce qui peut être fait souvent. Souvent en fait, c'est très mal fait ces stratégies d'acquisition de backlink, tout simplement parce qu'en fait les gens quémandent. Ils disent oui, bah donne-moi un backlink. En fait, si vous connaissez pas la personne et en plus c'est le contenu qui est proposé est mauvais, eh bien finalement vous obtiendrez jamais de lien en fait, d'accord? Donc voilà. Et autre point sur les backlinks, effectivement, c'est souvent là aussi on voit la différence entre les gens qui font vraiment, qui respectent les règles et les gens qui ne respectent pas les règles. Parce que les backlinks, c'est vraiment très difficile d'en obtenir. Et donc c'est souvent là où finalement, eh bien, la ligne blanche ou la ligne rouge plutôt est franchise. D'accord. Donc il y a plein de façons de faire pour pouvoir acquérir des backlinks et notamment des façons de faire qui sont pas respectueuses des règles de Google, notamment avec l'achat de backlinks sur des plateformes dédiées. Alors c'est beaucoup plus facile, clairement, mais ça respecte pas les règles de Google. Et ça, le grand problème, c'est que ça peut aboutir notamment sur des pénalités. Donc soyez extrêmement prudents. Moi, j'ai rien contre le black hat à proprement parler, donc sur les gens qui ne respectent pas les règles. Simplement, si jamais vous faites appel à une agence SEO, sachez bien dans quel bateau vous vous embarquez, tout simplement parce que si jamais vous prenez une agence et que vous payez pour que justement, eh bien, que vous ayez de l'attraction grâce au SEO et qui font que du black hat, ça veut dire que le jour où vous prenez une pénalité, eh bien, vous disparaissez du moteur de recherche en fait. Donc voilà, il faut bien comprendre les tenants, les aboutissants par rapport à ça. Et c'est notamment avec les backlinks qu'on peut s'en rendre compte. Alors, je vais accélérer encore plus. Mesurer effectivement en SEO, c'est important. Moi, par exemple, avec mes campagnes, avec mes clients, c'est extrêmement basé sur de la data. Donc je creuse énormément les Google Analytics, Google Search Console. C'est important. Alors, plusieurs choses à dire. Dans un premier temps, lorsque vous avez créé votre site, pendant les 5 premiers mois ou les 6 premiers mois, je vous déconseille formellement de regarder vos chiffres. Pour une raison qui est assez simple, c'est que si vous faites ça et que par exemple si vous créez votre site et que vous regardez le lendemain Google Analytics, clairement il y aura rien qui va se passer en fait et ça va être absolument déprimant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être techniquement propre, lancer la création de contenu et ensuite, eh bien, d'ici 6 mois, à force d'avoir créé du contenu, vous allez commencer à avoir vos premières tractions et c'est là que ça va vraiment vous encourager. Mais si vous êtes le nez dans les chiffres dès le départ, c'est déprimant. Donc, à partir de 6 mois, c'est là où il faut vraiment commencer à regarder ces chiffres. Donc là, vous voyez, là, c'est typiquement une extract sur mes propres chiffres. Donc voilà, typiquement, c'est à gauche, la Google Analytics, d'ailleurs à droite également. Et vous voyez, ça c'est ma croissance. Donc moi, pour rappel, donc, de 0 à 1000, ça m'a pris 5 mois. De 1000 à 2000, ça m'a pris 1 mois de plus.
Et après, voilà, donc là, aujourd'hui, alors c'est pas mes informations qui sont complètement mises à jour, mais voilà, moi j'ai atteint 11 000 visiteurs en un an sur mon site web. Et là, ce que vous voyez sur la partie de droite, c'est que c'est essentiellement en organique, hein, 74% organique. Donc ça veut dire globalement que ça vient des moteurs de recherche. Okay, donc ça, c'est aussi un point qui est important. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon agence depuis le départ, c'est d'être cohérent en fait. Moi, je suis une agence SEO. C'est important d'obtenir des résultats pour ma propre agence avant tout pour également donner envie en fait à mes clients et bien de découvrir ce que je fais et de voir mes compétences en fait. Et ça paraît peut-être un détail, mais je peux vous assurer que si vous regardez les mêmes chiffres pour beaucoup d'agences SEO, il y a la plupart du temps beaucoup de publicité. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait aucune publicité sur mon site et c'est essentiellement du SEO en fait sur mon qui m'a permis d'avoir de la. Une autre manière de le voir, ça c'est sur Google Search Console. Donc globalement, vous voyez, ça c'est la trend, donc la tendance au niveau du nombre de clics sur mon site. Donc au départ, on part sur quelque chose qui est pratiquement inexistant, et puis après, voilà, on lance vraiment la machine et on est sur des belles croissances. Autre point, et sur lequel voilà, j'ai quasiment terminé. Hein. Si vous lancez une entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est que le branding, ou en tout cas les aspects image de marque, c'est quelque chose qui est absolument essentiel de développer de la manière la plus rapide possible. Par conséquent, le SEO et le branding, moi en tout cas, c'est vraiment l'orientation que j'ai pris. À mon sens, en tout cas, ça va vraiment ensemble. Et vous voyez, par exemple, là, c'est les requêtes que les gens peuvent pouvoir tomber sur mon site. Alors, c'est pas mis à jour d'ailleurs, il faudrait que je le remette à jour. Mais ce que vous voyez, c'est que là, ma marque, finalement, qui était présente que dans ma tête il y a un an de ça, aujourd'hui, eh bien, la plupart, l'une des requêtes qui m'apporte le plus de trafic, eh bien, c'est mon nom de marque, en fait. Donc, c'est justement eh bien, le fait d'avoir semé eh bien, du contenu, d'avoir semé d'avoir capté l'attention à un certain moment qui me permet justement d'avoir cette visibilité avec ma propre marque. Donc voilà, conclusion, le SEO, d'une part, c'est vraiment plein de petites actions vertueuses lorsqu'on les met bout à bout, eh bien finalement, on va obtenir des résultats. Donc c'est pas un changement qui va faire toute la différence, c'est vraiment plein de petites choses qui vont permettre par la suite bien d'avoir des bons résultats. Premièrement, deuxièmement, c'est vraiment du test and learn. Donc ne considérez pas que votre site web est gravé dans le marbre. Moi, parfois, je vois mes clients ils ont créé un site et en fait, ils se sont dit, bon, voilà, j'ai fait ma page, on n'en parle plus. Non, c'est pas comme ça. Moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de ma communication, j'ai vraiment pris le choix partisan de travailler sur de l'organique, tout simplement parce que ça doit évoluer, ça doit progresser sans arrêt. Et une page, un contenu qui est créé, il est jamais créé de manière définitive, d'accord? C'est sans arrêt, on va être amené à l'améliorer, à faire en sorte d'augmenter le champ sémantique, le structurer, rajouter du contenu, bref, c'est mouvant, d'accord. Et dernier point, effectivement, si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels du SEO. Alors bon, ça peut être moi, bien évidemment, ou quelqu'un d'autre, ou d'autres agences. Il y a beaucoup de professionnels qui sont extrêmement doués, justement pour vous permettre de prendre des raccourcis le plus vite possible, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que mes clients ou certains de mes clients ont investi beaucoup d'argent dans la création du site, mais pas du tout d'argent dans le SEO. Et en fait, moi, ça me fait penser un peu aux gens qui investissent des sommes considérables dans une Ferrari, mais qui se disent, ah bah non, l'essence ou le gazole, ça coûte trop cher. Donc voilà, le SEO, c'est vraiment l'essence qui va vous permettre justement d'obtenir du trafic, d'obtenir de la visibilité et surtout d'obtenir des clients. Donc voilà, voilà, j'ai terminé. Donc si vous voulez me retrouver, mon agence, elle s'appelle Tweno. J'ai donc mon blog qui est assez dense si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le SEO. Je suis également présent sur LinkedIn et j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, sur le fait de se faire accompagner par des professionnels, est-ce que tu peux donner une idée du coût que cela peut représenter, voilà, pour une jeune start-up qui souhaiterait être accompagnée? Alors, peut-être que tu as une fourchette de prix, même si c'est pas évident, et c'est peut-être cas par cas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, effectivement. Alors au niveau des tarifications, moi ce que je fais toujours en fait avec mes clients, avec mes prospects d'ailleurs potentiellement pour qu'ils deviennent mes clients, c'est que je leur fais toujours un audit préliminaire.
Audit préliminaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bah, je m'assois concrètement, je regarde leur site, je vois les différents éléments, donc j'ai des checklists, notamment pour pouvoir déterminer si jamais bah, le site, il y a des gros problèmes ou pas. Et en fait, en fonction de ça, j'ai ma prestation qui se joue en trois grands points en fait. Donc premièrement audit, donc audit technique plus résolution des problèmes techniques plus benchmark. Ça c'est la première partie. Ensuite optimisation du contenu existant pour justement faire en sorte qu'on améliore déjà ce qui existe. Et dernière partie, stratégie de contenu. Et en fait, ce que je fais, c'est lorsque je fais mon audit préliminaire, j'alloue un nombre de jours par rapport à par rapport justement à ce que je vois sur le site du client. Et en fonction de ça, je fais une tarification. Sachant que au niveau des tarifs, moi, parce que là, je vais donner mon prix, parce que alors, les autres, après, ils font. Moi, ma tarification, c'est que donc c'est un taux journalier qui est à 500 euros hors taxe par jour. Donc voilà. Et donc en fonction des différentes étapes, je dis ok, par exemple sur la partie audit et résolution des problèmes techniques, c'est je sais pas moi 2 jours, optimisation 5 jours, stratégie de contenu 6 jours. Et en fonction de ça, ça me fait un montant. Voilà. Très bien, merci pour ta réponse. Il y avait une autre question. Comment s'inscrit dans la durée la relation client? Comment se fait le suivi client? Alors, je ne sais plus par rapport à quel contenu, mais peut-être que toi, ça te parle. Bah pas trop en fait je sais pas à quoi est-ce que ça a été demandé. Ouais. Après bon, je peux répondre par rapport à mon entreprise, c'est la question. Mais après voilà, le Si tu es encore présente, si tu peux préciser, mais Alexandre va proposer une première réponse et tu nous diras si ça y répond. ouais, bah, au niveau effectivement, au niveau des clients, moi, la manière dont je travaille en tout cas, c'est extrêmement clair en fait en fonction de où se situent mes clients. Soit je me rends en physique pour aller justement aller voir et qu'on travaille ensemble. Sinon, je travaille beaucoup en vidéo également pour pouvoir. En fait, je pense que l'un des grands problèmes avec le SEO, c'est que parfois ça peut paraître un peu abstrait en fait. Donc moi, je travaille énormément en vidéo avec mes clients pour leur montrer concrètement ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé et les datas que j'ai pu identifier et comment est-ce qu'il faut faire pour travailler. Donc, l'aspect vulgarisation, c'est quelque chose qui est super important dans ce métier. Donc, voilà, alors peut-être que je réponds complètement à côté de la question, je ne sais pas. Écoute, peut-être que Delphine. Ah, oui, je me demandais comment s'établissait dans la durée la relation client, s'il y a des jours, non, s'il y a des retours prévus tous les ans. Ah oui, peut-être que la première mission et bah, Ah, j'imagine que ça peut se négocier dans le contrat. oui, oui en fait, moi, alors, le SEO, effectivement, alors, ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs, c'est un point sur lequel je n'ai pas du tout parlé pendant la présentation, c'est que c'est vraiment un investissement, en fait. D'accord? Donc, il faut vraiment le considérer dès le départ comme un investissement. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que sur les trois étapes que j'ai indiquées tout à l'heure, par exemple, sur la partie audit et résolution des problèmes techniques, une fois que c'est fait pour de bon, on n'en parle plus. D'accord? Il n'y a pas besoin de revenir sans arrêt à résoudre des problèmes techniques là où il n'y en a pas. D'accord? Par contre, sur les parties optimisation de contenu et stratégie de contenu, optimisation, en fait, on est toujours dans l'optique en fait d'optimiser et d'améliorer son site en continu en fait. Et si jamais on est sur un site qui démarre, donc cette partie optimisation, ben, on la fait pas, donc on fait directement la stratégie de contenu. Mais dans tous les cas, en fait, dans la mesure où on va créer ce contenu-là, et on est toujours à la recherche en permanence, des bons mots-clés qui vont être à cibler, qui vont être vraiment pertinents en fait. Donc, bien évidemment, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que quand je signe un contrat avec eux, l'objectif, c'est pas de leur mettre la bague au doigt pendant 30 ans, en fait. C'est simplement de garantir que les fondamentaux soient bien installés. Et après, moi, dans l'idéal, c'est de également passer le bâton, en fait, pour le relais, pour faire en sorte, justement, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Après, euh, voilà, après, bon, c'est un peu difficile pour moi de parler sur le long terme, parce que mon entreprise est relativement jeune. Donc, Super. Est-ce que tu segmentes tes services? Mais je pense que c'est ce que tu expliquais hein, dans ton audit, uniquement contenu ou uniquement technique ou uniquement backlink, etc. ouais, exactement, c'est exactement. Bah, c'est vraiment mon process. Donc, audit, première étape, optimisation, deuxième étape, et la dernière étape, stratégie de contenu. C'est vraiment, en fait, pour une raison qui est assez simple. Pourquoi est-ce que je structure ça comme ça? Parce qu'en fait, par exemple, si je tombe sur un site client où il y a des gros problèmes techniques et que je les résous, et bien finalement, ça peut permettre en tout cas d'avoir des vrais gains de visibilité assez rapidement. En SEO, moi je parle assez peu de résultats rapides, et plutôt vraiment des choses sur du moyen long terme.
sauf dans les moments techniques en fait. Techniquement, par exemple, si on a un site qui charge de manière très très lente et qui a déjà du trafic dessus ou un peu de trafic et que j'arrive vraiment à l'accélérer, et bien là, pour le coup, on peut avoir vraiment des vrais regains rapides. Donc là, quand je dis rapide, ça peut être effectivement sur 3-4 jours. Donc là, c'est pour ça que cette partie résolution des problèmes techniques, c'est ce que je fais en premier. Optimisation, on peut commencer à avoir des résultats sur 30-60 jours. Stratégie de contenu, ça peut être beaucoup plus long en fonction de la concurrence, de la compétition, etc. Et ça peut être 4-5 mois en fonction voilà, de la difficulté, en fonction, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Super, merci beaucoup Alexandre. Ben, moi, je vais remercier toutes les personnes présentes. Donc, on était 38 hein, à peu près pendant tout le webinaire. Et là, sur la fin, pendant les questions, on était 25. Donc, on a vraiment un beau noyau qui est resté du début à la fin pour un webinaire qui dure 1h24. Je pense que voilà, c'est vraiment bon signe. Donc, merci à toi Alexandre. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à l'EDEC, merci à toi Juliette, et merci aux irréductibles qui sont restés jusqu'au bout. Effectivement, j'étais lancé et j'ai tendance à être un peu une pipelette des fois, mais j'espère que ça vous aura plu, intéressé.